toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler donc de l'islamo-business comme vivier du terrorisme et comme aurait dit Jacques Miard, c'est un sujet casse-gueule. D'abord parce que je vais quitter l'espace géopolitique qui ont été balisés par mes collègues pour faire une exploration moins ambitieuse et plus hexagonale d'un phénomène très actuel d'islamo-business. Et deuxièmement, parce que le concept lui-même d'islamo-business apparaît comme sulfureux, et il est d'ailleurs récusé par une partie de la classe politique française, ce qui fait que quand on en parle, on est immédiatement diabolisé. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de définir donc l'islamo-business, c'est de voir quelle est sa cible, quel est son processus, et m'interroger sur le rôle de l'islamo-business par rapport au terrorisme. Alors, je voudrais dire d'abord au départ que, contrairement à ce qui est dit sur Wikipédia, je ne suis pas le créateur du concept. Bien avant moi, Olivier Roy, le politologue, a utilisé le terme d'islamo-business, et surtout le Centre des menaces criminelles contemporaines de l'université Paris 2 a fait un travail extrêmement intéressant sur l'hybridation de l'économie informelle et du terrorisme qui traite aussi de l'islamo-business. Ceci dit, quand on regarde sur Wikipédia, quand on essaie de croiser islamo-business et terrorisme, ça va dans tous les sens. Vous avez des mafias caribéennes ou albanaises, vous avez des fondations iraniennes, vous avez des organismes africains, vous avez aussi des éléments occidentaux. Donc si je me limite à l'analyse occidentale de l'islamo-business, je dirais que c'est l'utilisation au profit de l'islamisme radical des ressources de l'économie informelle sous ses diverses formes, qu'il s'agisse de trafic de stupéfiants, d'armes, d'animaux, de piratage, de contrefaçon, d'escroquerie à l'identité, de délinquance de proximité ou de racket. Tout à l'heure, Bernard Wicht fixait le montant de l'économie informelle aux alentours de 20%, et c'est effectivement le même constat auquel j'arrive si je compare les différents pays occidentaux, avec l'exception bien entendu de la Grèce, où l'économie informelle ayant dépassé les 33%, on sait ce qu'il en est advenu. Alors, si on a défini ce qu'était l'islamo-business, il faut essayer de savoir maintenant qui est touché par cet islamo-business. Alors on peut faire une analyse quantitative, je l'avais fait dans mon ouvrage sur la croisade islamiste. Il y a en France 8 millions de musulmans de papier, en comptant les enfants, bien entendu, et non pas, comme le répètent les journalistes depuis 15 ans, 5 à 6 millions, comme s'il n'y avait jamais eu d'immigration ou qu'il n'y avait jamais eu de différentiel de fécondité. Sur ces 8 millions, il y a environ 3,5 millions de pratiquants. Sur ces 3,5 millions de pratiquants, il est beaucoup plus difficile d'analyser quelle est la proportion de ceux qui sont tentés par l'islamisme radical. Selon Olivier Bobineau, qui est sociologue des religions, il se situe aux alentours de 140 000 personnes. J'arrive à des chiffres à peu près identiques, ma fourchette étant simplement un peu plus large, entre 70 000 et 160 000 personnes. Ceci dit, être tenté par l'islamisme radical, ça ne veut pas dire passer à l'action. Entre les sympathisants, les fanatiques et les activistes, vous avez tout ce qui sépare un noyau d'une nébuleuse. Donc l'analyse quantitative peut permettre de donner des chiffres globaux, elle ne va pas permettre de déterminer les parcours. Donc je vais me livrer maintenant à une analyse qualitative. Qu'est-ce qui pousse un jeune
des cités, pour schématiser, à s'engager dans l'islamisme radical. Il y a sur ce point une identification très forte entre le parcours des jeunes islamistes d'autrefois comme Khalid Kelkal avec le parcours de jeunes islamistes d'aujourd'hui comme Mohamed Merah ou comme Mehdi Nemmouche. Il y a un contexte qui est identique, un tissu communautaire, des commerces ethniques, des lieux de culte musulmans, le port d'habits religieux et des quartiers d'où les autochtones souvent sont partis. D'autre part, vous avez toute une série de phénomènes psychologiques qui créent du ressentiment, vous avez la précarité, vous avez le chômage qui pousse à l'économie informelle, vous avez la disparition des services d'État qui donne le sentiment d'abandon, vous avez la haine des forces de police qui sont considérées comme une sorte de bande rivale, tout compte fait, et vous avez une justice privée expéditive qui se traduit très souvent par une sorte d'omerta. Alors ça décrit le contexte, ça ne décrit pas le parcours. Comment passe-t-on de la petite délinquance à l'islamisme radical? Si on regarde la petite délinquance, on s'aperçoit que très souvent, au niveau des bandes, la petite délinquance est un rite de passage. Commettre un vol, commettre un viol, afficher des graffitis, c'est finalement afficher sa appartenance à une communauté, même si cette communauté, elle est un peu fictive, et ça veut dire aussi qu'on veut obtenir du cash et on veut en même temps se donner une audience. À partir de là, on peut effectivement, et ça a été dit tout à l'heure, montrer le poids des imams, aussi bien dans les cités que dans les prisons. Mais contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, je ne suis pas convaincu que les jeunes qui sont tentés par l'islamisme radical aient véritablement besoin ou recherchent véritablement des directeurs de conscience. Et je m'appuierai plutôt sur deux éléments qui me paraissent révélateurs de ce passage de la petite délinquance à l'islamisme radical. Le premier, c'est un processus de légitimation. La délinquance, au départ, c'est pour se faire du cash. Mais on a besoin, et ça a été dit tout à l'heure très justement, de rechercher de grandes causes, de dépasser le simple phénomène matériel. Donc, si on peut se rattacher à une grande cause, comme par exemple la mise à genoux du monde occidental capitaliste et mécréant, on a une légitimation de ces pratiques délictueuses qui deviennent finalement un choix de société. Le deuxième phénomène, c'est un processus, je reprendrai un terme qui a été montré tout à l'heure, de folie héroïque, d'héroïsation. Il s'agit, et certains l'avouent eux-mêmes, ils se considèrent comme des nouveaux croisés, et donc ils vont acquérir une audience, ils vont être exemplaires devant tous les autres, et c'est un deuxième phénomène qui va survaloriser la personne. Donc, légitimation et héroïsation sont deux phénomènes de survalorisation d'un petit délinquant qui devient finalement une sorte de caïd presque religieux. Alors, dernier point que je voudrais aborder, c'est quelle est la place aujourd'hui de l'islamo-business par rapport au terrorisme. On sait que en situation faible, c'est ce qui a été bien défini tout à l'heure par Jacques Miard entre la dissymétrie du faible et du fort. En situation faible, le terrorisme ou l'islamisme radical se limite à de l'entrisme et à la recherche d'un certain nombre de niches. En situation plus forte, il se cristallise sur un certain nombre d'affirmations et de revendications, et en situation très forte, il va au niveau de l'exaction. Et ma
thèse que je voudrais expliciter, c'est que l'islamo-business est en quelque sorte le plan B, si je peux m'exprimer ainsi, du terrorisme en Occident. Le plan A, c'est essayer d'abattre l'Occident par l'intermédiaire d'un certain nombre d'attentats, d'actes significatifs, de peur. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, dans la mesure où il y a une surveillance, il y a un démantèlement de filières et il y a une coopération transnationale. Donc on va chercher un plan B. Et ce plan B, il peut se traduire de deux façons. D'un côté, par l'expatriation vers des terrains du djihad, et à ce moment-là, à quoi va servir le cash? Eh bien, à fournir une logistique, à fournir des relais, à fournir des réseaux, à fournir des ressources. Et aujourd'hui, c'est encore plus facile, puisque, vous le savez, le gouvernement socialiste avait supprimé l'autorisation paternelle pour les mineurs de quitter le territoire. Et effectivement, il s'étonne maintenant aujourd'hui qu'un certain nombre de jeunes de 16 ans quittent le territoire et ils voudraient revenir là-dessus, mais en même temps, ils ne voudraient pas se déjuger, donc c'est assez compliqué. La deuxième chose, c'est la territorialisation des violences, c'est-à-dire mettre en coupe réglée un quartier grâce à la solidarité religieuse, grâce à la complicité, grâce à l'omerta, grâce au rejet d'un État prédateur. Et ce n'est pas simplement valable, comme on a tendance à le schématiser en Seine-Saint-Denis, mais ça touche toute une série de départements et toute une série de villes, qu'elles soient des villes importantes comme Toulouse ou Strasbourg, ou des villes moyennes comme Saint-Dizier. Par rapport à cela, et je terminerai là-dessus, l'État est un petit peu impuissant, parce que l'État ne sait pas combattre l'économie informelle. Combattre l'économie informelle, c'est la combattre au départ. C'est pas la combattre à l'arrivée. À l'arrivée, on dit « Ah, il y a de la fraude sociale. Ah, il y a de la fraude fiscale. » En général, c'est la droite qui dit qu'il y a de la fraude sociale et la gauche qui dit qu'il y a de la fraude fiscale, mais ça, c'est à l'arrivée. Au départ, il s'agit de donner des comportements qui sont responsables. Et je terminerai par une anecdote qui me paraît presque significative et qu'on retrouve dans le dossier qui a été fait par Contribuables Associés en 2013. Juste un tout petit exemple. La fraude dans les transports en commun. Aujourd'hui, sur 5 millions de personnes qui prennent, 5 millions de franciliens, qui prennent tous les jours les transports en commun, 500 000 ne payent pas leur billet. Alors vous direz que c'est 10%, bon, ça fait quand même 2,5 milliards de perdus, et ça fait 500 € par contribuable francilien. C'est pas tout à fait innocent. Comment voulez-vous donner une conscience civique à des jeunes qui voient, dès qu'ils montent dans l'autobus, leur grand frère ne pas payer l'autobus? Voilà, je voulais terminer sur cette anecdote et je vous remercie de votre attention.